Bonjour Rima Hassan et merci d'être à nouveau sur le plateau de l'Humanité au Parlement européen ici à Strasbourg. Je rappelle que vous êtes députée européenne du groupe La Gauche, vous êtes également membre de la France Insoumise. On va faire le point, si vous le voulez bien, à propos de la situation à Gaza et en Oui. Cisjordanie, mais également sur les conséquences du nouveau contexte international, notamment aux États-Unis et bien sûr en Europe, puisqu'on est ici dans le Parlement européen. Simplement, peut-être juste un mot, puisque c'est les derniers événements Oui. tragiques qui viennent de se dérouler, l'assassinat par l'armée israélienne de 15 secouristes palestiniens qui ont été retrouvés dimanche près de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'ONU a tout de suite fait part de sa consternation. Quelle précision est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui? Nous sommes mercredi, je le dis pour ceux qui nous regardent, sur ces assassinats. Et comment est-ce que vous jugez, finalement, vous évaluez les réactions qu'il y a eu suite à cet événement terrifiant? Alors, les faits ne sont pas nouveaux. On a depuis maintenant plus d'un an des frappes délibérées sur des cibles humanitaires, mais aussi des journalistes. Donc tout ça s'inscrit dans un contexte qui est un contexte de génocide, où personne n'est épargné, c'est-à-dire qu'il n'est pas question, pour celles et ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore compris, il n'est pas question ici d'un affrontement armé entre l'armée israélienne et uniquement la branche armée du Hamas. C'est véritablement toute la société palestinienne dans toute sa composante qui est ciblée, et donc le personnel humanitaire n'est effectivement pas épargné. C'est une liste qui ne fait que se rallonger, ces 15 secouristes qui ont été froidement assassinés. Et ce qu'on peut relever néanmoins, c'est la réaction des Nations Unies. Les Nations Unies parlent effectivement de meurtres. Ils précisent par ailleurs que ce sont des meurtres commis par l'État d'Israël. Je veux quand même relever que France Diplomatie a fait également un communiqué, mais n'a pas mentionné la culpabilité de l'État d'Israël et n'a pas évoqué de meurtre par ailleurs, donc l'élément intentionnel qui peut être soulevé et qui doit être soulevé. Alors que l'ONU l'a dit. Alors que l'ONU l'a dit Ces et la personnes France... ont été abattues, dit le porte-parole Tout du à fait, et France militaire. Diplomatie fait simplement part de son émotion. Mais je veux dire, on est à une lassitude terrible et énorme face à cette communication qui nous fait honte et qui, par ailleurs, encore une fois, ne s'inscrit même pas dans les standards minimaux des communiqués de la communauté internationale ou des Nations Unies. Qui a fait une enquête par ailleurs, Oui. c'est largement, ce qui s'est passé est largement Oui, documenté, il faut le tout dire. à fait. Et ça a Parce qu'il été ne faut pas qu'il y ait dénoncé, y d'ambiguïté. compris ici au Parlement, par Voilà. plusieurs collègues Alors, de différents bords politiques. voilà, c'est la question que j'allais vous poser. On parle de la France, de la réaction de Oui. France Diplomatie. La réaction au niveau européen, depuis le début de la semaine, qu'est-ce qui se dit? Comment vous voyez les réactions des députés? Et par ailleurs, est-ce que la Commission européenne elle-même réagit à la hauteur de ce que devrait être une réaction de plus, j'allais dire, sur un événement, comme vous le dites, qui n'est pas le premier, mais qui est aussi extraordinairement tragique dans la conjoncture? Alors malheureusement, nous sommes toujours dans la même tendance européenne et c'est précisément cette tendance qui nous fragilise. C'est une tendance qui est faite de division. On n'a absolument pas de voix commune et c'est précisément pour ça qu'on a autant de mal à peser sur la scène internationale sur ce sujet, mais également sur d'autres. Il y a eu des prises de parole, effectivement, parce qu'hier s'est tenu un débat sur la situation à Gaza. On y reviendra parce que le procédé du débat, je veux quand même le dénoncer parce que c'est un peu le procédé visant à se donner bonne conscience. Et puis finalement, on se retrouve avec zéro texte sur la situation à Gaza, alors que nous en avons un par plénière, c'est-à-dire Aucune un par mois. résolution, aucun vote, rien. On Oui, parle. du coup, on n'a pas de position en fait officielle du Parlement et on ne peut pas par ailleurs pointer justement à l'occasion de ce vote les incohérences de certains députés ou enfin voilà, et pouvoir suivre ce travail parlementaire. Donc là, on a effectivement des débats qui sont vides, comme celui d'hier qui s'est tenu. J'ai partagé d'ailleurs la photo de l'hémicycle qui était quasiment vide en réalité. Il y avait essentiellement des collègues du centre, de la gauche qui étaient présents. Et donc les réactions sont effectivement, il y a des députés qui parlent effectivement d'assassinat, qui sont profondément indignés, et je ne parle pas que des collègues du groupe The Left, ça va jusqu'à les sociodémocrates, compris Renew, les Verts. Et puis on a des collègues qui s'entêtent dans une véritable propagande qui reprend mot pour mot le discours officiel du régime israélien, c'est-à-dire que tout serait imputé au Hamas. On a même des positions qui consistent à relativiser ou à minimiser ces faits. Donc c'est typiquement le procédé qui est repris par France Diplomatie, c'est-à-dire ne pas parler de meurtre, ne pas dénoncer Israël comme étant le responsable. Le mot armé n'est pas cité.
Comment? Le mot même armée n'est pas Oui, cité. tout à fait. Donc on a vraiment de tout dans les positions. Et ce qui est très très grave en réalité, parce que c'est ce qui nous fragilise depuis un an. Bon, je veux bien qu'après le 7 octobre, face à l'émotion, face à tout ce que ça a remué en réalité politiquement, mais aussi dans nos émotions respectives. Mais là, on est à plus d'un an après l'offensive israélienne et on est toujours au même niveau dans la manière d'appréhender le sujet. Alors, j'ose espérer que ça va de plus en plus avancer et qu'on aura petit à petit de plus en plus de collègues qui se mobiliseront sur ce sujet, qui est un sujet central pour le travail parlementaire qui est le nôtre. Alors aujourd'hui, il y a un autre point qui concerne Gaza, qui concerne Netanyahou et qui concerne l'Europe. C'est la visite de Netanyahou, bien entendu, chez Orban, Oui, qui nous concerne directement, puisqu'on rappelle qui sont arrivés aujourd'hui. qu'ils sont arrivés aujourd'hui. Ils vont rester 4 jours, je Mhm. crois, ce qui est une longue et grande visite. Mhm. L'Union européenne est impliquée. Rappelons que Netanyahou est sous le coup du mandat de la Cour pénale internationale Tout à fait. à l'heure actuelle. Donc ça concerne l'Union Bien européenne. sûr. Et un pays de l'Union européenne, la Hongrie, dit on s'en fiche de cette... Comment vous évaluez, comment vous jugez, comment Bon. vous réagissez Alors, à cette chose-là? dans un premier Ça se passe temps, sous nos yeux en ce moment. oui, hein. tout à Nous fait. sommes mercredi. Oui, mais je veux dire, il y a pas grand-chose d'étonnant quand on voit que précédemment à cette visite, la France a déjà laissé Netanyahou survoler son territoire. Je veux dire, que la France a déjà pu parler d'immunité s'agissant de la décision prononcée par la Cour pénale internationale. Donc, ce qu'on peut d'abord relever, c'est les alliances du régime israélien. Ça, c'est très intéressant et pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment très important d'analyser. Et d'ailleurs, on peut inclure dedans la visite du Rassemblement national. J'allais vous en parler tout voilà. à l'heure quand vous m'avez parlé des Mais députés. ça s'inscrit dans quelque chose de plus large, c'est-à-dire aujourd'hui, qui sont les soutiens d'Israël et que défendent ces soutiens, tant en termes idéologiques, mais aussi en termes vraiment de coopération avec ce régime israélien. Donc, je ne suis pas très étonnée que le régime d'Orban soit aujourd'hui en soutien au régime israélien. Mais effectivement, vous faites bien de le rappeler, il y a une responsabilité européenne dans ce sujet, puisque les États partis au traité de Rome, qui recouvre par ailleurs tous les États européens, sont censés se soumettre aux décisions et aux mandats qui sont émis par cette juridiction. Donc à ce stade, le président de la Commission des droits de l'homme dans laquelle je siège, Mounir Sartouri, a fait un rappel à ce sujet et a demandé en hémicycle à la présidente du Parlement d'intervenir à ce sujet et d'émettre une déclaration, ce qui n'a toujours pas été fait. Alors, puisqu'on parle de la Cour pénale internationale, rappelons qu'elle est encore un peu plus en danger depuis, on va en reparler, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, puisqu'il a pris les sanctions du début au courant du mois de février. Je veux dire, qu'est-ce que ça implique pour le fonctionnement de ces cours, qui était quand même une institution sur laquelle on pouvait considérer qu'on pouvait, dans des cas comme ce qui concerne Gaza, la Cisjordanie, etc., s'appuyer. Quelles sont les conséquences de cette décision de Trump sur les sanctions par rapport à la Cour? Alors, les sanctions qui ont été énoncées, elles visent essentiellement les entreprises qui travaillent c'est des sanctions qui vont être ressenties en réalité, ou qui vont impacter en premier lieu les entreprises qui font fonctionner la juridiction. Donc ça peut être des outils, des logiciels informatiques, ça peut être la banque qui héberge les comptes du personnel de la CPI. Enfin, c'est toutes les entreprises qui font fonctionner cette juridiction qui sont impactées par ces sanctions. L'Union européenne peut débloquer un système de protection de ces entreprises. On a un mois pour le faire, même un peu moins d'ailleurs, parce qu'on a rencontré la présidente de la Cour pénale internationale qui est venue il y a 2 semaines au Parlement, avec qui nous avions eu l'occasion d'échanger longuement, et qui nous a expliqué dans le détail, je ne peux pas tout vous partager, mais dans le détail, comment travaillait actuellement le personnel de cette juridiction. Et elle nous a effectivement alerté sur le fait que des entreprises étaient en ce moment même, par peur justement de ces sanctions,
étaient en train de préparer leur désengagement de cette juridiction. Et donc, elle nous a expliqué qu'ils pouvaient encore tenir un mois si l'Union européenne ne déclenche pas les mécanismes qui permettent d'atténuer ces sanctions. Donc, pardon, excusez-moi. Oui, et ce que je voulais ajouter, c'est que malheureusement, la tendance au Parlement, c'est toujours lié à la composition du Parlement, qui est majoritairement à droite, qui va s'appuyer sur ses soutiens à l'extrême droite, qui prononce encore une fois un discours qui reprend les accusations ou la tonalité de Trump, mais également de Netanyahou, qui consiste à, en fait, à accuser la Cour pénale internationale d'avoir finalement traité en fait, cette affaire sur Netanyahou. Et donc, pour la sanctionner d'avoir statué sur le régime israélien, on a vraiment une position très ferme de certains députés qui est effrayante, parce qu'elle dit beaucoup du rapport justement au système international. Donc pour continuer sur Trump, puisque on s'était vu ici sur le plateau de l'Humanité au mois de juillet, oui. Il s'est passé quelque chose d'effectivement nouveau qui bouleverse un peu les choses. Mais d'après ce que vous dites et d'après ce qu'on analyse là, pas du tout en ce qui concerne la position des États-Unis par rapport à ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, qui irait dans la voie du pire. Vous dites ça, vous dites qu'on est dans une situation plus compliquée qu'on était quand on en parlait au mois de juillet. En fait, si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui amène des parlementaires, au-delà d'une adhésion qui pourrait être la leur à l'État d'Israël et la défense de l'État d'Israël, à la limite ça leur appartient. Mais que ça aille jusqu'à un plaidoyer, un réquisitoire finalement, pro domo, comme on dit, contre les activités même de cette juridiction, c'est pas seulement émettre une critique sur ses conclusions, c'est dire que cette juridiction n'a plus du tout d'utilité et que nous allons travailler à sa destruction. C'est ça véritablement qui m'inquiète, et je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut dénoncer au Parlement, c'est la mainmise du lobby pro-israélien. Nous allons dans notre cabinet financer une étude qui sortira en octobre sur ce sujet, visant vraiment à faire un mapping de tous les acteurs. Alors l'activité de lobbying est parfaitement légale, maintenant c'est à quelle finalité? Donc si ça vise à corrompre des élus, leur mâcher en fait leur travail, leur dire ce qu'il faut dire, ce qu'il faut voter, tout ça pose un vrai problème. Et donc ça c'est un élément qui est très important. Et ensuite, ce sont des députés qui sont prêts à trahir ce qu'ont toujours défendu ces institutions européennes, c'est-à-dire se référer à cet ordre international, se référer à ces juridictions internationales, et au-delà de s'y référer, c'est de les défendre quand elles sont en danger. Parce que c'est notre pilier commun dans cette communauté internationale, mais y compris pour nous, États européens et citoyens européens. Et pour moi, c'est vraiment une posture de trahison. Et je crois qu'il est aussi temps de la dénoncer comme telle. Et je suis nouvelle dans ce Parlement, mais j'observe quand même qu'il y a une fracture entre la perception des citoyens, qui est quand même, je pense, unanime aujourd'hui sur la nécessité d'avoir des sanctions, sur la nécessité d'avancer vers une perspective de paix qui soit durable, sur la nécessité du cessez-le-feu, sur la nécessité de la libération des otages, mais également des prisonniers politiques. Et on a un décalage avec l'activité parlementaire. Hier, quand j'ai partagé la photo sur l'hémicycle qui était vide pour le débat à Gaza, toutes les réactions, je veux dire, ont fait preuve de cette indignation, de se dire mais comment c'est possible qu'un débat puisse se tenir sur le sujet sans que l'hémicycle soit à minima à moitié plein. Et donc il faut aussi dénoncer, je pense, les parlementaires, il ne faut pas avoir honte de le faire, il faut dénoncer la position de certains parlementaires sur la destruction de l'UNRWA, parce que c'est plus large que ça, c'est pas que la CPI qui est concernée. Oui, sachant qu'on est dans une conjoncture, j'allais dire sur place, qui est loin d'être calme, contrairement à ce que dit, puisqu'on a dit que le trêve qui avait été admise entre le Hamas et Israël a été dénoncé. On avait prévenu que si c'était le feu, elle allait être très fragile. C'est terminé, et que ça repart de plus belle, si je peux mal m'exprimer à ce point de vue-là, en termes de bombardement, avec des victimes, comme on le sait, encore ici, il y a 48 heures, avec des déplacements de population encore là, en ce moment, sous nos yeux. Donc la situation
empire encore sur Oui. place. C'est ça la conjoncture. Oui. Quoi. Alors, Alors qu'on n'en parle pas elle- plus que ça finalement. oui, mais elle empire pourquoi? Elle empire parce que on a des États européens et des institutions européennes qui se refusent jusqu'à aujourd'hui à prononcer des sanctions contre l'État d'Israël. On se demande ce qu'il faut de plus. Des journalistes ont été tués, des personnels humanitaires ont été tués, des hôpitaux ont été bombardés, des écoles ont été bombardées, des déplacements de population depuis 1 an, plus de 50 000 morts. Sans parler de la colonisation et de l'occupation, c'est quand même le même coupable, c'est le régime israélien, d'un côté comme de l'autre, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Et tout ceci ne suffit pas à ce qu'il y ait une voix ferme des hauts représentants de l'Union européenne, notamment aux affaires étrangères, ou la présidente du Parlement, mais également le Parlement européen et les parlementaires, visant à être, encore une fois, dans une cohérence sur ce qu'est le droit international, sur les leviers que nous activons pour pouvoir le faire respecter. Donc tout ça perdure parce que personne, si vous voulez, est prêt à tenir tête à cet État monstre. C'est un État monstre aujourd'hui. Je veux dire, l'État d'Israël est un État qui est malade et qui est dans une dérive génocidaire, une dérive coloniale vis-à-vis des Palestiniens, une dérive de nettoyage ethnique. Et si rien n'est fait, effectivement, c'est un risque de disparition du peuple palestinien en tant que sujet politique. Parce qu'il faut qu'on revienne très rapidement sur le cessez-le-feu. Oui. Alors, de nombreux discours se sont tenus hier visant à dire que c'est à cause du Hamas si le cessez-le-feu a été rompu, puisque le restant des otages n'ont pas été libérés. Personne n'a rappelé qu'en réalité, ce qui est en jeu, c'était le passage à l'étape 2, à la phase 2 du cessez-le-feu. Et Israël a refusé de passer à l'étape 2 et a proposé au Hamas une prolongation de la phase 1. Sauf que ce qu'il faut indiquer, c'est que la phase 2 prévoyait précisément le retrait des troupes israéliennes sur les territoires palestiniens. Mais c'est surtout qu'Israël ne veut pas se retirer de ces territoires. D'ailleurs, on a annoncé aujourd'hui qu'ils ont les territoires annexés sur la bande de Gaza serviront de zone de sécurité. Exactement ce qui a été fait aussi en Cisjordanie pour manger ou un maximum grignoter un maximum de territoire. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils étaient censés passer à la phase 2 qui prévoyait le retrait de l'armée israélienne des territoires et de nouveau un échange de prisonniers et d'otages. Israël s'est entêté à vouloir renouveler la phase 1 qui ne comprend pas le retrait, donc renouveler ou prolonger la phase 1 qui, elle, ne comprend pas le retrait de l'armée israélienne, ce que le Hamas a refusé. Et donc c'est dans ce cadre-là que le cessez-le-feu a été rompu. Mais donc il faut revenir aussi à l'entêtement du régime israélien. C'est-à-dire que malgré cet accord qui a été passé, qui a été dur à arracher de part et d'autre, dont on s'est tous félicités, on a affaire à un régime qui est prêt à faire capoter ce cessez-le-feu qui a été très fragile mais qui a été quand même bénéfique malgré tout et qui permettait éventuellement de reprendre des négociations plus poussées, d'avancer vers une perspective politique, qui a littéralement sacrifié ce cessez-le-feu et cet accord pour annexer des territoires de la bande de Gaza et en faire aujourd'hui des zones de sécurité. Vous avez prononcé le mot tout à l'heure, le mot levier activé, ça fait maintenant 6 mois, un peu plus de 6 mois, presque 1 an que vous êtes députée européenne. Oui. Je veux dire, quelles sont les voies justement à trouver, quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez agir aujourd'hui dans les institutions européennes pour faire que ça bouge, vous l'avez dit tout à l'heure, de manière décisive, de manière visible et que quelque chose change, j'allais dire aussi bien dans les mentalités que dans les faits. Oui, mais la priorité des priorités, c'est l'accord d'association. Si on veut toujours rester dans cette question de ce souci de cohérence, je rappelle quand même que sur le texte sur Sainte-Salle, donc on parle d'un texte sur une personnalité, il a été demandé dans ce texte de revoir l'accord d'association avec l'Algérie pour un prisonnier. Donc, c'est vous dire l'échelle. On est à plus de 50 000 morts du côté de Gaza, plus de 1000 morts du côté de la Cisjordanie, sans parler encore une fois de tous les autres crimes qui sont documentés, que ce soit l'apartheid, la colonisation ou l'occupation. Et nous n'avons pas suffisamment de voix en nombre pour pouvoir avancer sur ce sujet. Mais c'est un sujet... je l'espère qu'il va avancer parce que la pression de la société civile joue énormément. Si vous voulez, tout ça ne se passe pas dans une bulle ici. La pression qui est exercée sur les parlementaires, mais également sur les décideurs européens, est de plus en plus importante. On peut notamment mentionner le dernier appel qui a été fait par plus de 250 parlementaires européens, mais aussi nationaux, qui appelaient à ce que cet accord soit à minima
revues au nom de l'article 2 sur le respect des droits humains. Il y a aussi des sanctions plus poussées sur la question de l'armement, des sanctions diplomatiques, économiques, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire pour les Palestiniens. C'est-à-dire que le signal envoyé à l'État d'Israël, ce n'est pas simplement des sanctions, ça peut être aussi des avancées visant à protéger la cause palestinienne. Et la reconnaissance de l'État palestinien est le minimum du minimum. On rappelle que 146 États à travers le monde reconnaissent l'État de Palestine. Les derniers États à travers le monde qui ne reconnaissent pas la Palestine, ce sont ceux qui lui font la morale matin, midi, soir depuis des décennies, sans pour autant reconnaître cet État, sans pour autant reconnaître ce peuple. Donc on a un vrai problème, ce sont les États occidentaux qui aujourd'hui sont à la traîne par rapport à la communauté internationale. Ce sont les derniers États qui n'ont pas fait ce pas pour le peuple palestinien, alors qu'il ne résout pas tout. Parce qu'on a vu que l'Espagne et d'autres pays avaient reconnu l'État de Palestine et ça n'a pas changé grand-chose. Mais si vous voulez, si vous avez une union d'États, notamment européens, qui pèsent quand même sur la scène internationale, s'ils envoient le signal à l'État d'Israël, nous reconnaissons ce peuple, nous reconnaissons son droit à avoir une terre et à avoir un État, ça a son impact malgré tout. Donc il faut réfléchir sur l'action des sanctions vis-à-vis de l'État d'Israël, mais il faut aussi avancer sur tout ce qui protège le peuple palestinien. Donc sauver l'UNRWA, parce que tous les discours visant à la destruction de l'UNRWA se tiennent aussi ici, hein, c'est très grave. Donc il faut sauver l'UNRWA, il faut se battre pour l'accès à l'aide humanitaire, il faut stopper la colonisation et l'occupation d'urgence en Cisjordanie, il faut se battre pour le cessez-le-feu permanent et la reconstruction de la bande de Gaza. Je vous remercie Rima Hassan. Merci et à puis revenez quand vous voulez, on continue avec vous à suivre bien sûr ce qui se passe beaucoup. là-bas. Merci, au revoir. Merci à vous.